Merci beaucoup de cette introduction. Du coup, je vous remercie en tous les cas d'avoir fait une petite place à un sujet qui est quand même assez sciences humaines et sociales et qui n'est pas sciences fondamentales. Merci en tous les cas de nous avoir, suite à avoir présenté cet atelier ETP, avoir considéré que ça avait ses places en lieu aujourd'hui sur une journée innovation et maladies rares. On va essayer de la rendre aussi compréhensible que le thème. Et ben voilà, fallait vraiment pas trop me mettre comme ça la pression. D'habitude, j'en ai pas. D'habitude, je suis en mode peace and love. Donc, je ne le suis plus. Alors, non, t'inquiète. Alors, on va pas revenir sur la mucoviscidose. On va simplement parler un peu du contexte du CRCM pédiatrique. C'est effectivement, comme l'avait dit Laurence, un CRC, un centre de ressources et de compétences. Et j'ai adoré, et on a adoré passer après vous par rapport à l'hémophilie parce qu'il y a énormément de similitudes entre la prise en charge de l'hémophilie à l'heure actuelle en 2026 et la prise en charge actuelle chez nous au niveau de la mucoviscidose. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons le CRCM, Centre de ressources et de compétences en mucoviscidose, 130 enfants, enfin 130 familles. Nous les prenons en charge dès l'annonce qui est inscrite dans le dépistage néonatal de la mucoviscidose depuis maintenant 2022, jusqu'à l'âge adulte. La mucoviscidose, je ne vais pas faire de topo dessus sur la physiopathologie. Sachez simplement que c'est une maladie génétique qui est extrêmement polymorphe avec des atteintes multi-organes, avec énormément donc de compétences à de pouvoir développer en termes d'ETP. Alors, cela étant dit, il y a eu, comme pour l'hémophilie, une révolution, une avancée thérapeutique majeure avec l'irruption d'un traitement qui s'appelle les modulateurs de la CFTR, qui est venu révolutionner la prise en charge de nos patients. C'est la première fois où on soigne la muco. Jusqu'à présent, on ne soignait que les symptômes de la mucoviscidose. On mettait tout en œuvre pour éviter des complications de la mucoviscidose, mais on ne soignait pas la mucoviscidose. Et donc, depuis maintenant 2022 à peu près, parce qu'avant, on pouvait y accéder en ATU ou en accès précoce, on peut traiter avec une AMM maintenant en 2023, on peut traiter les enfants, mais aussi avec une notion d'éligibilité, car seuls les patients qui avaient une mutation d'une classe particulière, j'ai décidé de ne pas orienter le topo sur la muco, ne sont, entre guillemets, dits éligibles. Ça a généré un flux migratoire. Ça, c'est une réalité qu'on a vu arriver. On l'a vu, on le connaissait déjà un petit peu avant. Ça venait beaucoup des patients qui venaient notamment de l'Algérie, du pourtour maghrébin. Et là est arrivé et s'est accéléré 8 familles, dont la majorité venait du Kosovo, mais aussi de la Géorgie, de la Turquie, et qui fait que du coup, ça nous a donné, nous, à réfléchir. J'attends que ça passe, parce qu'en fait, en matière d'accueil de familles migrantes, évidemment, le constat, c'est qu'on est face à une barrière de langue classique, c'est l'allophone. Il y a, de ce côté-là, on s'y attendait. Il y a aussi un faible niveau de littératie en santé. Alors, la littératie en santé dans les sciences humaines et sociales, c'est vraiment, ça implique à la fois des connaissances, mais pas que, une motivation aussi, et de pouvoir prendre tout ce que l'on a comme terme, tout ce que l'on a envie de dire, de façon à accéder, évaluer, appliquer cette information qu'on a en nous, qu'on nous donne, pour pouvoir prendre des décisions. Donc, on fait écho à des prises de décision médicales partagées ou de la prise de décision partagée. Sans un niveau de littératie suffisamment soutenu, c'est quand même extrêmement complexe. Et heureusement, par exemple, ce qu'elle décrivait comme prise de décision partagée vient un peu renforcer la littératie en santé pour prendre des décisions pour soi. Je m'égare, mais c'est pas grave. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs niveaux de littératie en santé. La première qui est effectivement de la possibilité de lire un texte simple à utiliser la documentation écrite. Déjà, quand on donne beaucoup de choses en information, c'est déjà compliqué de se l'approprier. Une fois quand même qu'on a un niveau de lecture qui est quand même suffisant, à ce moment-là, eh ben, en fait, on a du mal à l'utiliser correctement, à l'intégrer. Et puis, à fur et à mesure, on monte dans les niveaux qui sont 3 et 4, 5, c'est-à-dire capacité. Cette fois-ci, on est en capacité à utiliser la documentation écrite, voire même tirer des conclusions, de résoudre des problèmes et d'avancer. Donc, c'est pour dire aussi que dans les faibles niveaux de littératie, il y a plusieurs niveaux.
Quand on revient sur nos familles migrantes, ce dont on s'est aperçu, c'est que même si on avait des familles qui avaient un bon niveau de littératie en santé, néanmoins, ils étaient dans des représentations, dans des pratiques sociales et culturelles qui étaient différentes des nôtres. Ils ne percevaient pas, par exemple, le rôle du docteur que j'étais de la même façon qu'une famille française. Quand on vient au CRCM, qu'on les connaît depuis très longtemps et qu'on pratique de l'éducation thérapeutique, il est normal qu'un docteur puisse tomber la blouse et faire des séances d'éducation thérapeutique. Et là, moi, je sentais bien que je perturbais leur image qu'ils avaient, entre guillemets, du sauveur que nous étions, parce qu'on est vus comme des sauveurs, et à chaque fois, on a des remerciements et on est on sent même qu'on a une part supplémentaire. Et puis en même temps, il y avait aussi cette notion du, alors je m'excuse, je le prononce mal, mais c'était souvent dit, Inch'Allah, avec cette espèce de vécu comme ça de l'arrivée d'une maladie comme étant ainsi, et avec à l'intérieur de soi beaucoup d'éléments qui permettaient, beaucoup de dimensions culturelles qui permettaient de faire face dans un endroit où il y avait peu de soins. Bien évidemment, il y avait aussi la précarité et la vulnérabilité. Ce n'était pas le cas de toutes les familles, donc il ne faut pas non plus considérer que parce qu'on est migrant, on est dans la précarité et on est dans la vulnérabilité. Ça, c'est indéniable, mais néanmoins, on en a quand même une forte proportion. Et enfin, chose assez incroyable qu'on a découvert vraiment totalement par hasard en faisant intervenir des mamans ou des papas qui parlaient la même langue qu'eux pour interfacer, il y avait des choses un peu complexes à discuter, c'est qu'en fait, et je l'ai mis entre guillemets, il y avait un illettrisme, un innumérisme, un électronisme, c'est-à-dire pas de possibilité de correctement ni lire, ni compter, ni voire même utiliser des outils numériques. Et donc, je l'ai mis entre guillemets parce que dans la définition française, c'est de la langue française. Là, c'était la même chose, mais dans leur langue à eux. En d'autres termes, le niveau de scolarité dans leur pays, quand les parents ont grandi, par exemple, était dans un niveau d'illettrisme et d'inumérique. Je me souviens d'une maman qui me dit, mais en fait, j'ai beau lui traduire dans sa langue, la compréhension n'est pas là. Donc, on va même dépasser la littératie en santé. C'était vraiment de l'illettrisme et de l'innumérisme. On s'en est rendu compte souvent par défaut, où il fallait reprendre on pensait qu'en traduisant par exemple des ordonnances, ça suffisait, mais en fait non, même le nombre n'était pas compris. Donc on a essayé de mettre en place un certain nombre de stratégies. Alors ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que là on cible les personnes migrantes, mais il faut savoir qu'en France, il en est de même. En définitive, quand on prend la population des 18-64 ans, on se rend compte qu'il y a 4% des Français qui sont dans l'illettrisme, 9% qui sont dans l'innumérisme, voire même encore plus chez les enfants, chez les jeunes, où là, les 18-29 ans, on voit vraiment que le contexte est une action complexe à l'heure actuelle. Et des fois, en combinant les deux, il y a énormément finalement de gens qui ont vraiment des grosses difficultés au niveau des compétences dites de base, à savoir identifier des mots, comprendre un texte, écrire, compter. Et du coup, on se dit, en fait, ça demande à réfléchir et nous, dans notre réflexion habituelle de notre CRCM, on a un fort ancrage de l'éducation thérapeutique dans notre CRCM. Je vous présente la plaquette de notre parcours qu'on a nommé prégrade, premier pas pour la première période jusqu'à 6 ans, grandir avec la mucoviscidose sur les âges qui sont scolaires et enfin devenir avec la mucoviscidose pour les moments de la transition. Mais on constate, et ça c'est tiré d'autres auteurs que nous, de notre propre constat, qu'en fait les bénéficiaires sont souvent finalement les personnes qui le souhaitent et qui donc ont un niveau socio-économique haut et qui ont qui savent très bien utiliser le système de soins. De plus, nos modèles pédagogiques, même si je suis au sein du TEP et que j'essaye de varier les méthodes pédagogiques, on est très proche des approches scolaires avec un sachant et un apprenant, avec beaucoup d'outils qui sont écrits ou qui sont de dispensation orale. Et du coup, pour arriver à avancer, c'est compliqué. Pour arriver à être inclusif ou inclusive, proposer le TP à tous les patients suivis au CRCM de Grenoble, il a fallu qu'on innove. Du coup, l'élément majeur, c'était d'aller voir un peu ce qui se faisait ailleurs, notamment tous ces organismes qui sont très présents, notamment
au niveau national. Il y a beaucoup d'éléments autour des comment prodiguer de la pédagogie adaptée à tous. Ça s'appelle des outils faciles à lire et à comprendre. Dans le jargon ETPiste, ce sont des FAQ. Nous, on a décidé de cibler sur les images. Alors, les images, c'est quoi? Ça peut être des dessins, ça peut être de l'infographie, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être des photos, non-photos, pictogrammes, etc. Ça capte l'attention. J'en ai mis à bon escient, j'espère, sur le PowerPoint pour montrer que vous arrivez à être vite capté avec des idées qui vous suggérées par les dessins. Vous arrivez à mieux mémoriser. Et puis, les images sont vraiment essentielles pour toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise, en l'occurrence, avec l'écrit. Alors attention, les pictogrammes, j'ai fait juste un petit aparté, je ne peux pas m'empêcher de prendre ma casquette UTEP à ce moment-là. C'est un code de communication qui est très particulier avec ses propres lois et règles. Par exemple, la polysémie de l'image. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis à côté deux symboles, feuille, feuille. Il faut faire attention sur un symbole, il peut avoir son même nom, entre guillemets, et du coup, symboliquement, c'est beaucoup plus complexe à pouvoir le comprendre. Absence de standardisation, puis une part culturelle. Les économies dans le petit cochon, ça ne parle qu'une certaine forme de population et pas à toutes. Donc, mieux vaut utiliser le porte-monnaie à ce moment-là. Ouais. Si vous en voulez savoir plus, vous l'aurez en... J'ai mis les 10 points à regarder et j'ai mis un truc qui est mon livre de base, hein, que vraiment vous pouvez vous télécharger facilement, où tout est dessus, à la fois sur Internet, aussi communiquer sur Internet, à l'oral, etc. Donc, en pratique, et je passe la parole, alors je ne l'ai pas présenté, c'est Aurélie Touvenin avec qui j'ai énormément de plaisir de travailler au sein du CRCM pédiatrique et qui est donc puricultrice de coordination au CRCM, avec Marie. Donc, en pratique, la construction de l'atelier Zéro mot, on s'est réunis en équipe pluridisciplinaire pour découvrir partir de la base et ça leur fasse sens. Nous avons listé les organes concernés par cet atelier. Pour faciliter la compréhension, on a imaginé d'utiliser l'outil Zéro mot. C'est nous a bien utiliser cet outil et de faire une planche de chaque organe avec une partie de fonctionnement de l'organe sain en parallèle avec le fonctionnement de l'organe atteint par la mycodysciplose. Tout en utilisant une charte graphique pour chaque planche pour ne pas perdre nos patients en identifier quoi on parle. Donc, on a fait faire par l'illustratrice un personnage avec tous les organes qui étaient atteints, visibles. Et ce même personnage est retrouvé sur chaque planche avec un zoom sur l'organe qui est travaillé sur la planche. Donc on est parti, chacun s'est saisi, chaque professionnel s'est saisi tout à parler et est allé travailler des gauches d'illustration en photocopiant, en découpant, en scannant, enfin voilà, chacun avec ses petits moyens. Et après, on a beaucoup échangé avec notre illustratrice, qui est Anne Berger, qui, soit par mail, soit par réunion Zoom, qui a pu faire avancer petit à petit et évoluer nos ébauches jusqu'à nous proposer des planches plus ou moins abouties qu'on a destinées à des personnes naïves. Et les personnes naïves, ça a été nos enfants, en gros, qui avaient une dizaine d'années, la plupart, et ça a été un retour très, très riche parce que, en fait, on a été confronté à la polysémie. Je parlais à Cathy tout à l'heure de l'image. Il y a des images qu'on a dû changer parce que ça n'est pas le sens qu'on voulait. Et puis aussi dans le sens de lecture de nos illustrations, qui était pour nous assez logique, mais alors pas du tout pour nos enfants. Donc il a fallu faire vraiment des changements. Et Anne, du coup, on avait vérifié quand même au préalable s'il existait des planches Zéro mot quelque part dans l'hôpital et aussi au sein des CRCM, mais d'autres CRCM, mais on n'en a pas trouvé d'autres.
à le réaliser en pendant le même temps, on a construit le déroulé de la. On est parti des bilans éducatifs partagés réalisés lors des consultations, donc des BEP. Et donc, il a été défini 4 familles kosovares. C'était vraiment un atelier qui était ouvert uniquement aux parents et pas aux patients, uniquement aux parents. Donc, 4 familles kosovares qui avaient le même schéma migratoire et de prise en charge aussi en France, c'est-à-dire quitter leur pays. Ils sont arrivés, je ne sais pas trop comment, sous quelles conditions, aux urgences pédiatriques de Grenoble, où ils ont demandé le médicament pour la mucoviscidose, c'est-à-dire les modulateurs CFTR. Il s'en est suivi tout d'abord une prise en charge sociale par nos services sociaux pour trouver un hébergement pour les familles et puis ouvrir leurs droits. Une fois que leurs droits étaient ouverts, nous, on a pu les accueillir et prendre en charge les enfants atteints de la mucoviscidose et conditions sine qua non, albanaise, pas possible, hein, on parle albanais en Kosovo. C'était une condition sine qua non parce que Google Traduction, ça a vraiment une limite. Il fallait qu'elle soit là. Marine est là qui nous a dit. L'invitation, elle a été vraiment. On a décidé de faire une durée d'une demi-journée parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à intégrer, à comprendre des familles. Le jour J, 2 familles sont venues, papa et 2 mamans, et il y a 2 familles qui sont pas pu venir. C'était les familles les plus en difficulté. C'est un peu petit. On espérait, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, s'il y allait avoir beaucoup d'échanges avec la différence culturelle, si les parents, on espérait secrètement que les parents se saisissent pour comprendre la mucoviscidose de leur enfant, de leur propre enfant. Et en fait, ça a été un échange hyper dynamique. Ils ont posé plein de questions, c'était hyper chaleureux. On s'est servi. Après, ils avaient chacun un tas sur lesquels ils s'appropriaient cette planche zéro mot et de la personnaliser, repartir à la maison avec. Et en évaluation, et ils ont une journée entière. Aller vers la conclusion, on va vous montrer quelques images. Déjà, vous ne comprenez pas, qui puissent signifier qu'ils ne comprenaient pas de la séance. Voici le personnage qui était emblématique, que l'on va retrouver sur les différentes plages. Voilà qu'on s'intéresse au personnage le plus haut. D'un côté, sans atteinte de la mucoviscidose, de l'autre côté, avec une atteinte de la mucoviscidose. J'espère que pour tout le monde, vous arrivez facilement à lire. Ou pas d'ailleurs. Voici des symptômes, des événements, des choses qui se passent autour de la mucoviscidose de façon à ce qu'ils puissent aussi parler de la vie réelle, que de la physiopathologie de la mucoviscidose. Mais que se passe-t-il avec leur enfant lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils prennent des médicaments, s'ils sont essoufflés? L'atteinte ORL qui est non négligeable en mucoviscidose avec des gros polypes qui sont à l'intérieur du nez. L'atteinte digestive avec toutes les attitudes que peut avoir un enfant qui a mal au ventre en permanence avec des difficultés de digestion de ce qu'il mange, de façon à là aussi pouvoir échanger sur les différents temps du repas. C'est peu sur un pancréas qui va pas marcher, mais vraiment dans leur réalité du quotidien. Bien sûr, il y aura quand même les atteintes digestives. Cette fois-ci, au niveau féminin, on a une glaire cervicale qui est beaucoup plus épaisse. Donc, on a essayé de trouver le terme pour montrer que la glaire cervicale est de facto, au moment de l'amour, les spermatozoïdes passent moins. Parler affectif et sexuel. Chez les garçons, il y a une grosse atteinte, une agénésie différente, empêche les spermatozoïdes d'aller jusque dans le liquide séminal. Il y a une activité sexuelle normale, mais il ne peut pas avoir d'enfant derrière spontanément. La transmission génétique,
Et puis, l'appareil au niveau hépatique, pareil, des atteintes au niveau hépatique, parfois l'appareil digestif avec la fonction normale du pancréas et anormale du pancréas. Je mange des choses grasses, des croissants, de l'huile, des frites. Je n'arrive pas à digérer, je manque d'énergie, j'ai mal au ventre. Là, c'est dans la condition où tout va bien et où je prends mes extraits pancréatiques qui sont stockés dans des petites billes à l'intérieur. Ce qui peut nous importer de savoir qu'on sache réellement ce qu'est le pancréas. C'est juste le lien avec le quotidien. Des bisous salés. Les deux ont faire un test de la sueur qui est positif, ça signifie leur diagnostic de sueur salée. En définitive, ce n'est pas anecdotique parce que quand il y a des pics de canicule, on les retrouve en réanimation avec déshydratation hyponatrémique. C'est très important la surveillance. Et puis, on a fait traduire, on peut partir avec un document sur des plans d'action. Tout va bien, quand ça commence à aller moins bien. Et enfin, quand est-ce que cela nous a permis finalement de se dire, mais nous allons peut-être évoluer grâce à cela. Et du coup, nous avons décidé d'aller vers un peu un tout zéro. Donc, il y a des nouveaux ateliers qui sont en construction actuellement. On a eu la chance de pouvoir intégrer une maman partenaire qui a été formée à l'ETP. On échange énormément. Le thème qui va être traduit, là, qui va être fait très prochainement à la fin du mois d'avril, c'est justement Captrio, Calideco, Pesaco, ce fameux modulateur de la CFTR. Je vous ai mis à titre indicatif un draft, c'est-à-dire qu'à côté, voilà comment on travaille. On a mis des images. Là, on voudrait une cellule un peu plus classique à côté d'une cellule, entre guillemets, synthétique avec la notion d'une usine qui va fabriquer ces fameuses protéines. Ce qui ne marche pas dans la mucoviscidose, ce sont des protéines, des canaux chlore au pôle apical au-dessus des cellules. Et du coup, on travaille en ce moment avec Anne pour justement bien le montrer. On va aussi évoluer vers d'autres séances, comme par exemple moi et mon ventre. Les symptômes digestifs sont extrêmement vastes. Et quand on les questionne, c'est as-tu mal au ventre? Arrête. Alors que des maux de ventre, il y en a tout plein. Et enfin, du coup, on utilise maintenant nos plaques directement en consultation. On les a avec nous, on les sort. Et on sort pour tous. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on a une notion qu'on a pu développer des valeurs d'inclusion et de justice sociale, parce qu'on l'utilise pour tous à l'heure actuelle. On répond à un enjeu de santé publique au niveau de l'illettrisme et de l'innumérique. Et puis, cela relève en définitive, et là, je suis plus dans un concept de sciences humaines et sociales, de ce qu'on appelle la conception universelle d'apprentissage. Ce sera la dernière diapositive. Qu'est-ce que la conception universelle d'apprentissage? Ça vient d'une conception universelle en architecture qui a été donnée par un architecte, M. Messier, qui tient compte d'une approche pédagogique qui vise à adapter finalement les contenus pédagogiques pour les rendre accessibles à tous, pas simplement cibler ceux qui sont malentendants, ceux qui ont du mal à lire, on tient vraiment compte des différences culturelles de tous. Et à titre d'égalité simple, le petit ne voit pas du tout le match de foot. Si on veut pousser, il va voir le match de foot, c'est-à-dire rendre accessible à tous. Je tenais à remercier pour dire qu'on a aussi tout montré, hein, notre Zizi et compagnie. Donc, on était vraiment super pour aborder ces sous la santé complexe, qui est la santé affective et sexuelle. Remercie à toutes nos personnes naïves qui ont été là, à Anne Romberger, j'ai mis ce site si ça vous intéresse. On attend tous les niveaux pédagogiques. Et la filière, c'est le travail. Et puis un petit peu de poser une question. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation complètement différente de la première, mais qui montre aussi des innovations dans d'autres domaines. Y a-t-il des questions dans la salle ou en ligne, hein? Je ne pense pas à demander, mais on a un œil dessus. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Oui. Merci.
tu l'as évoqué à la fin, c'est l'accessibilité à tous les outils qui peuvent être utilisés pour les malentendants. Ça me semble très important parce qu'effectivement, on a le centre 114, voilà, à Grenoble, et c'est important l'accessibilité des malentendants. Et c'est pas rare de les avoir aux urgences, et on est très démunis à ce moment-là. Et ce type d'outil serait très utile. Là aussi, il faut vraiment travailler. Par contre, ça, c'est d'expérience avec l'UTEP. On a accompagné l'équipe Polso pour faire un programme TP diabète et Polso. Et en fait, là, eux aussi, ils ont une documentation de l'image qui est très particulière. Attention, la vision par exemple, sida, c'est un soleil. Travailler avec vraiment les personnes qui sont avec les patients. Et il est aussi, je n'ai pas nommé, il y a des filières qui sont vraiment excellentes. C'est évidemment déficience, préventive, des filières qui touchent autour du sens, enfin, de l'intelligence, entre guillemets, enfin, et puis aussi des... Juste une question. Est-ce que il est, je dirais, systématiquement nécessaire d'avoir une gradation dans l'approche ETP, parce que ça donne l'impression que le zéro mot, finalement, ça rend les choses accessibles tout de suite à tous. Mais est-ce qu'en termes d'adhésion, les gens plus lettrés vont peut-être moins accrocher si on fait trop simple, et qu'à ce moment-là, il faut arriver tout de suite à monter, à cranter un peu plus haut? Alors, c'est une bonne question, et effectivement, ça se repose aussi sur la connaissance de nos familles, c'est indéniable. Et moi, je suis souvent assez surpris, et moi la première, à savoir que j'arrive beaucoup plus à lire quand c'est des images que quand c'est de l'écrit. Pourtant, je n'ai aucun trouble, je pense, neurodéveloppemental. Mais en fait, on considère que selon effectivement le niveau socio-économique, on a une possibilité d'élever le débat. Je sais pas. En tous les cas, il faut proposer. C'est toujours pareil. C'est une proposition de plusieurs documents d'information pour qu'ils choisissent vraiment celui qui est le plus adapté. Et dans nos familles migrantes, j'ai oublié de dire, il y avait une maman qui est pharmacienne chez elle. Hein, donc, mais il faut avoir plusieurs documents. Justement, j'avais l'impression que le zéro mot, tout de suite, ça permet de démarrer. C'est ce que vous avez l'air de dire. Immédiatement. Immédiatement. Et après, on peut ajuster avec des données plus conséquentes ou avec un support beaucoup plus scientifique qui est en demande de la part de la famille. Je voudrais juste rajouter que l'émotion prend vraiment, quand on annonce la mucoviscidose, nos familles sont quand même, peu importe la catégorie, elles sont envahies par les émotions. Et il y a des familles pour qui il faut vraiment partir de la base, parce que si on tape trop tout de suite, ils vont rater certaines, et puis on va revenir dessus, mais plus tard, et ils vont se dire, mais ça va presque les culpabiliser en se disant, bah, j'ai pas entendu, j'ai pas. Donc partir de la base pour que après on aille vers là où ils ont besoin d'aller, et à la vitesse dont ils ont besoin d'aller, mais ça reste probablement un peu classique, par exemple dans l'annonce du cancer, la montagne d'informations qui tombe, ouais. La technicité de la prise en charge qui fait que les patients sont bons. Bonjour, Alice Moiti, je suis maman de 3 enfants, dont Sacha qui est polyhandicapé et malvoyant, dû à une mutation génétique extrêmement rare. Je confirme la nécessité de faire simple, surtout dans des parcours de parentalité qui sont ô combien déstabilisants. Et je pense que l'idée de planter des graines à certains moments, de pouvoir y replonger après et de comprendre, de se rétablir et d'accompagner son enfant selon ses besoins. C'est des supports que j'aurais adoré avoir. Voilà, avec une situation qui est confortable au niveau intellectuel. Mais j'ai appris beaucoup d'éléments bien trop tard. Et c'est vrai que de passer à côté de ça et se rendre compte qu'on aurait pu être encore plus bienveillant envers son enfant en comprenant le sens de ce qu'on fait le jour, la nuit, dans toutes nos pratiques et dans la douleur. Voilà, c'est à faire avec toutes les personnes, déjà de s'arrêter et de faire comprendre et d'être ensemble pour accompagner une valeur qu'on estime.
Merci. Effectivement, on a voulu vraiment mettre pas que de la physique, vous l'avez vu, hein. C'est des situations aussi d'ancrer des choses. Oui, pour compléter ce que vient de dire la dame devant moi, je pense vraiment que c'est une méthode qui est très particulière, et qui est très, mince. Ouais, très, très, très utile et performante. Parce que bien souvent, entre ce que la douleur que peut ressentir l'enfant et la façon dont il arrive à l'exprimer, au moins avec une image, tout de suite, lui, il peut réellement montrer l'endroit où il a mal, la façon dont il ressent après manger, par exemple, ou ça. Comme on apprend finalement à l'école maternelle. Merci beaucoup.